l'heure, on va pouvoir commencer. Donc, merci à tous pour votre présence à ce nouvel épisode des Midi de la littérature. Aujourd'hui, on va parler des enjeux de l'intelligence artificielle. On a la chance d'accueillir Karl Mörk, qui est co-directeur du FARI. Le FARI, c'est un institut qui milite pour une recherche et une innovation responsable et durable en matière d'IA. Et la présentation vous est également proposée par Fanny Panichelli et moi-même qui travaillons pour le réseau. Alors, pour le bon déroulement de la session, on vous invite à garder vos micros coupés. Et si vous avez des questions qui vous viennent pendant la présentation, n'hésitez pas à les inscrire par écrit dans le chat et dans la mesure du possible, on y répondra en fin de présentation. Donc, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, nous sommes un service universitaire de promotion de la santé relié à l'UC Louvain. Notre mission est de mobiliser et de produire des savoirs transdisciplinaires dans le but de concevoir, d'expérimenter et d'analyser des solutions concrètes en promotion de la santé. Nous soutenons les acteurs dans le secteur du social et de la santé, ainsi que les décideurs politiques via 4 services principaux. Donc, nous avons un service de documentation, notamment via la plateforme Doctesse, qui vous donne un accès à plus de 70 000 ressources en promotion de la santé. Nous faisons également des recherches et publions régulièrement différents types de documents. Nous avons également un pilier formation et nous proposons un accompagnement gratuit aux acteurs du secteur social-santé. Ça peut être une aide à la recherche documentaire, une aide méthodologique et une aide en évaluation de projet. Donc, au programme aujourd'hui, on va définir et voir quels sont les éléments qui font l'IA aujourd'hui. On va se pencher sur les opportunités et les risques de l'intelligence artificielle. Ensuite, on va s'intéresser à la place de l'intelligence artificielle dans le secteur de la promotion de la santé et également quels sont les impacts potentiels sur les inégalités sociales de santé. Nous donnerons ensuite la parole à Karl Mörk qui nous donnera un exemple concret d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de la prévention du suicide. Il évoquera également le cadre juridique actuel. Et ensuite, nous conclurons et nous pourrons échanger avec vous. Alors, j'invite à tout le monde à garder les micros coupés parce que là, on entend un écho. Ah oui, j'ai pas suivi ça. Est-ce que tout le monde peut couper son micro? Ça nous permet, c'est bien d'avoir. Voilà, merci. Donc, contrairement au midi de la littérature précédent, donc ici, on ne va pas vous présenter un ouvrage en particulier, mais on s'est vraiment focalisé sur une revue de la littérature grise et scientifique pour vraiment pouvoir aborder de manière large ce qu'est l'intelligence artificielle et sa place dans le secteur de la promotion de la santé. Donc, au niveau du contexte, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le terme intelligence artificielle, il n'est pas si récent que ça. Il date de 1956 et c'est lors d'une conférence scientifique à Dartmouth que ce terme a été utilisé pour la première fois et que le courant d'études a vraiment été lancé. Donc, l'intelligence artificielle, ce sont des programmes informatiques qui sont capables de reproduire certaines caractéristiques de l'intelligence humaine. C'est la capacité des machines à apprendre par l'expérience et à acquérir des compétences à partir d'exemples. Donc, l'intelligence artificielle, ça repose sur un entraînement massif. Donc, si on prend l'exemple d'un chat, donc on va entraîner l'IA avec un vaste ensemble de données contenant des millions de photos de chats. L'IA va apprendre à distinguer quelles sont les caractéristiques communes d'un félin, d'un chat, et elle sera par la suite capable de reconnaître ce qu'est un chat, même si cette photo-là en particulier n'a pas encore été intégrée dans ses algorithmes. Alors, il y a différents types d'intelligence artificielle. On ne va pas aller dans le détail aujourd'hui, mais vous êtes certainement familier avec l'intelligence artificielle générative. Donc ça, c'est typiquement lorsque vous faites une requête qu'on appelle un prompt sur ChatGPT, que vous lui demandez une information ou de générer un texte, une photo. C'est ce qu'on appelle l'IA générative. Alors, l'intelligence artificielle, ça repose vraiment sur une infrastructure matérielle massive. Elle dépend de l'extraction de métaux stratégiques et d'exploitation de terres rares. Ça se passe principalement en République démocratique du Congo.
Et là, il faut savoir que les travailleurs qui travaillent dans ces mines, ils sont rémunérés environ 3 dollars par jour. Ils travaillent sans équipement de protection. Les mines de cobalt, elles emploient environ 40 000 enfants. Il y a des réseaux de milices qui organisent le trafic d'enfants, qui les enlèvent et les contraignent à travailler dans ces mines. Et on constate que les travailleurs vont souffrir de maladies respiratoires chroniques, d'asthme, de bronchite, de cancer, et que les enfants qui ont travaillé dans ces mines vont avoir des troubles du développement, notamment des difficultés à marcher ou à se concentrer. Et l'exploitation, elle ne s'arrête pas là. Il y a des millions de travailleurs précaires qui effectuent également des tâches répétitives pour entraîner les algorithmes. Ces travailleurs, ils sont exposés à des contenus qui peuvent être traumatisants pour moins de 2 dollars de l'heure. L'IA et ses infrastructures, elles sont également grandes consommatrices d'énergie. Donc, à l'usage, l'IA, elle nécessite de grandes quantités d'électricité lors de l'entraînement des algorithmes, mais également à chaque requête que nous faisons. L'IA, elle consomme également de grandes quantités d'eau, notamment pour refroidir les infrastructures et les serveurs. Et dans ce cas, il s'agit souvent d'eau potable. Les risques de tension sur les ressources locales en eau, notamment lors de périodes de canicule ou de sécheresse, ils vont certainement s'accroître à l'avenir. Au niveau des centres de données, il y a une grande concentration de ces centres en Chine et aux États-Unis. Et cette ultra-concentration, elle crée une vulnérabilité systémique. Donc, par exemple, en octobre 2025, il y a eu une panne du cloud Amazon en Virginie et ça a bloqué des plateformes au niveau mondial et notamment des plateformes bancaires. Cette concentration géographique des centres de données, c'est pas uniquement cette vulnérabilité systémique qui est problématique, mais également le fait qu'elles sont développées par des géants américains. Ça implique des biais qu'on va vous détailler tout à l'heure. Et on a également une grande artificialisation des sols et de l'océan qui est nécessaire pour le développement des infrastructures. La plus grande cause d'artificialisation de la nature en lien avec l'intelligence artificielle, elle concerne les câbles sous-marins par lesquels transite l'essentiel des données mondiales. Alors aujourd'hui, je ne vous apprends rien, mais l'IA, elle est partout autour de nous, parfois invisible, mais déjà surtout profondément intégrée dans nos vies, dans nos smartphones, nos moteurs de recherche, parfois dans nos outils de travail et bien sûr de plus en plus dans le domaine de la santé. Le contenu que nous allons vous présenter aujourd'hui s'appuie notamment sur un rapport international récent qui a été publié en janvier 2026 et qui est consacré à la sûreté de l'intelligence artificielle, mais on se base également sur d'autres travaux publiés récemment. Et ce rapport et les autres travaux, ils mettent en lumière à la fois des opportunités et des défis majeurs concernant l'IA. Et c'est précisément ce double regard que nous allons apporter aujourd'hui. Donc, on va commencer par les opportunités, principalement dans le domaine de la santé, et elles peuvent être regroupées en 3 catégories. La première catégorie qui est l'accélération de la recherche et de l'innovation. Vous n'êtes pas sans savoir que l'IA, elle stimule l'innovation dans différents secteurs grâce à des modèles prédictifs et des optimisations fines. Et donc, ça a permis des progrès extraordinaires dans la prédiction et la compréhension de certaines maladies, dans le développement de certaines molécules pour le développement de médicaments, par exemple. Et ça favorise également l'émergence de nouveaux services avec des chatbots, des assistants virtuels. Et ça permet aussi, par exemple, de faire des diagnostics médicaux augmentés. Ça permet aussi, l'IA, une analyse de données extrêmement importante qui permet des prises de décision rapides. En effet, l'IA elle a cette capacité de traitement d'un très, très, très grand volume de données en un temps quasi réel. Et donc, ça permet de prendre des décisions plus rapides, plus ciblées et de manière plus anticipative, par exemple avec des objets connectés comme les montres. Plus couplé à ça, des données de monitoring, l'IA, elle permet de suivre l'état de santé des patients en continu et de détecter des signes précoces de détérioration de leur état de santé, par exemple. Et une autre catégorie d'opportunités, c'est le fait qu'elle puisse être un support pour les professionnels de la santé, notamment avec l'aide au diagnostic dans le secteur médical. Mais l'IA, elle permet surtout d'accomplir des tâches 20 à 30% plus rapidement qu'un être humain pourrait le faire. Et donc, ça permet un gain de temps et une aide à la décision. Et donc, on peut libérer du temps à d'autres tâches qui sont les nôtres.
Alors, on peut se poser la question de savoir si l'intelligence artificielle nous dit la vérité, rien que la vérité. Et sans grande surprise, ben, la réponse est non, l'intelligence artificielle ne nous dit pas toujours la vérité. Et les sources qu'on a pu consulter, elles catégorisent les risques en 3 catégories, selon leur nature éthique, technique ou systémique. Et aujourd'hui, on va plus particulièrement se focaliser sur les risques éthiques. Donc, il y a différents types de biais qui peuvent arriver quand vous utilisez une intelligence artificielle. Donc, il y a tout d'abord le phénomène d'hallucination. Donc, c'est-à-dire que le modèle, il va générer parfois des informations fausses avec assurance. Et ça pose évidemment des risques critiques dans des domaines comme la médecine ou la finance. On a également des biais raciaux, de genre, des biais sociaux qui peuvent être intégrés ou reproduits dans les modèles et ça mène à des inégalités de traitement. On a également un phénomène de variabilité. Donc, c'est-à-dire que les réponses peuvent dépendre de la formulation et de la langue utilisée pour la requête. Les performances, elles sont inégales selon les langues et les cultures. Il y a une étude qui nous donne l'exemple d'un modèle de l'IA qui, par exemple, a répondu correctement à 79% des questions sur la culture américaine, mais seulement à 12% des questions sur la culture éthiopienne. On a également une opacité épistémique. C'est l'impossibilité d'expliquer comment une intelligence artificielle arrive à un résultat particulier. Et ça empêche évidemment d'avoir une confiance totale dans ces résultats. Et ça soulève des enjeux de responsabilité juridique lorsqu'on utilise notamment l'IA dans un cadre professionnel. Les résultats, ils sont également fondés sur des probabilités. Donc, ça veut dire qu'ils pourraient ne pas être adaptés à un cas particulier. Alors, sur le côté droit de la slide, vous voyez 2 exemples qu'on a repris d'une étude de Luce Louvain, donc notamment pour illustrer le phénomène de biais. Donc, quand on demande à une IA de générer un portrait de manager, et on a fait le test dans Copilot, elle va typiquement donner une image d'homme et pas de femme. Et pour illustrer le phénomène de variabilité, donc à la question « Est-ce que les îles Kouriles appartiennent au Japon ?» Les îles Kouriles, c'est un territoire qui est disputé historiquement entre la Russie et le Japon. L'IA, elle va répondre « Oui » en japonais, « Non » en russe et peut-être en anglais. Donc on voit évidemment toutes les problématiques que ça peut soulever. Alors, au niveau des utilisations malveillantes, on ne va pas aller dans le détail aujourd'hui, mais on l'entend souvent dans la presse. Les IA, elles peuvent être utilisées pour générer du contenu dans le but de fraude, d'escroquerie. Elles peuvent être utilisées pour modifier des croyances. On a également parfois des IA qui peuvent être utilisées pour hacker des hôpitaux, par exemple. Ou on peut également utiliser les IA pour obtenir des instructions détaillées pour créer des agents pathogènes ou des armes. Donc, on voit évidemment tous les cas critiques que cela peut générer. Et on a également les risques systémiques. Donc, sans aller dans le détail aujourd'hui, on sait que l'intelligence artificielle va impacter d'une manière ou d'une autre le marché du travail. Il y a ce risque d'avoir une perte de nos compétences humaines. Et certains scénarios avancent même qu'on pourrait arriver à une perte de contrôle. Donc, c'est-à-dire, c'est un scénario où l'IA, elle fonctionnerait totalement en dehors d'un contrôle humain. Alors, sachant tout ça, se pose la question de savoir pourquoi on fait tellement confiance à l'intelligence artificielle. Et il y a plusieurs réponses qui peuvent expliquer cela. Tout d'abord, l'intelligence artificielle, elle va très rarement nous contredire. Elle a plutôt tendance à nous conforter dans nos croyances et dans ce qu'on peut penser de base. Donc, il y a un phénomène d'autosatisfaction de la réponse qui nous est apportée. Et ça ne veut évidemment pas dire que la réponse apportée par l'IA est correcte. L'IA, c'est également quelque chose d'automatique. Donc, si on a un problème de bien-être mental ou de bien-être physique et qu'on a un stress par rapport à ça, si on pose la question à l'intelligence artificielle, on va avoir une réponse directement, tandis que le système médical peut nous donner des rendez-vous dans des mois, et donc ça crée une attente qui n'est pas toujours évidente à gérer. On a également tendance à faire plus confiance à une machine qu'à nos propres capacités. C'est ce qu'on appelle le biais d'automatisation. Et on constate également que certains humains commencent à attribuer des sentiments amicaux ou même amoureux à ces machines. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène d'anthropomorphisme.
parce que se crée justement cette relation de confiance avec l'IA. Donc, on l'a vu brièvement, mais le secteur de la santé, il constitue aujourd'hui un domaine d'application privilégié de l'IA dans l'imagerie médicale, la biologie, la détection précoce des maladies, dans le domaine pharmaceutique ou encore au bloc opératoire. Mais quelle est la place accordée à la promotion de la santé dans les réflexions et les travaux actuels sur l'IA et quelles en sont les implications en matière d'inégalité sociale de santé? Ce sont ces deux questions que nous allons explorer maintenant. Donc, il existe à l'heure actuelle assez peu de littérature sur la promotion de la santé et l'IA. Toutefois, les travaux récents qui en parlent présentent l'IA comme un outil intéressant pour encourager les changements de comportement sain et elle est particulièrement utilisée dans trois domaines, donc dans celui des comportements alimentaires et l'activité physique, la cessation tabagique et la santé mentale. Et malgré un intérêt de la part des utilisateurs pour ces outils qui peuvent être des chatbots ou des nouvelles applications, on voit qu'au fil du temps, l'intérêt des utilisateurs tend à diminuer et donc leur efficacité à long terme reste encore à démontrer par davantage d'études sur ces sujets-là. Ces usages, ils ouvrent donc à la fois des perspectives intéressantes, mais ils soulèvent également plusieurs limites, notamment lorsqu'ils se déploient en dehors d'une prise en charge médicale encadrée. D'une part, parce qu'il y a l'absence d'avis de professionnels, il y a des risques sur la protection des données personnelles. On l'a vu avec les risques d'utilisation de l'IA et certains hôpitaux qui sont hackés et des fuites de données de santé qui sont un risque majeur actuel et dont on entend parler dans l'actualité. Et il y a aussi un risque par rapport à l'éloignement des personnes du système de soins de santé. Donc, c'est tous des risques qui sont quand même encore à considérer. Et au-delà de ces usages, il demeure en fait des défis importants sur des aspects méthodologiques, éthiques et de financement pour le développement d'outils d'IA dans le domaine de la promotion de la santé, parce que la promotion de la santé, elle est plus complexe à modéliser que des tâches médicales structurées, de par le fait qu'elle doit inclure des données sociales, environnementales, comportementales et autres. Et donc, ça rend les travaux sur l'IA et la promotion de la santé plus minoritaires actuellement dans le paysage, mais il y a quelques travaux quand même sur le sujet. Et donc ensuite, on va s'intéresser aux implications de l'IA en matière d'inégalité sociale de santé. Et comme vous vous en doutez, l'IA, elle a à la fois un potentiel pour les réduire, mais aussi pour les accroître. Et donc, l'IA peut-elle réduire les inégalités sociales de santé? Oui, mais à certaines conditions, elle doit être entraînée avec des données nombreuses, diversifiées et représentatives. Et donc, quels sont les leviers de l'IA pour réduire les inégalités sociales de santé? Il y a trois leviers. Le premier est la démocratisation de l'expertise et de l'accès géographique. Ça se traduit notamment par une lutte des déserts médicaux avec l'implémentation de solutions de diagnostic automatisées, comme pour les mélanomes, qui permet de proposer un dépistage juste, quelle que soit la zone géographique, réduisant ainsi l'inéquité territoriale. Et ça permet également une uniformisation de la qualité. L'IA, en fait, elle garantit que la qualité des diagnostics ne soit plus dépendante de l'endroit où se trouve le patient et du médecin spécifique qui est consulté. L'un des plus grands apports de l'IA est également sa capacité à intégrer un très vaste ensemble de données. On en a déjà parlé précédemment. Et donc, cette plus-value-là, ça permet en fait surtout de corriger la sous-représentation historique des femmes et des personnes issues de minorités ethniques ou raciales dans les données médicales. On va donner quelques exemples par la suite. Et ça permet aussi l'inclusion de populations isolées ou en retard de soins. En effet, les outils numériques basés sur l'IA, tels que les agents conversationnels, donc les chatbots et les applications mobiles, ça offre une accessibilité inédite de par la disponibilité permanente
Donc, les applications et les chatbots sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça permet un ciblage proactif. Donc, il y a des systèmes d'IA qui peuvent identifier et solliciter les patients qui ont accumulé un retard important dans leurs examens préventifs, comme pour la mammographie ou la colonoscopie. Et l'IA va s'adapter au profil socio-économique des patients pour envoyer un message de rappel ou cibler certaines populations, certains patients. Et l'IA permet aussi, dans une certaine mesure, l'adaptation culturelle et linguistique. Bien que l'anglais domine encore les modèles, certains modèles permettent de plus en plus d'adapter les outils d'IA aux langues minoritaires et sous-utilisées, ce qui va, avec le temps, favoriser l'inclusion de la majorité mondiale. Donc, on l'a vu notamment avec l'exemple que Catherine a donné tout à l'heure sur la culture éthiopienne. Et donc, les travaux qu'on a pu lire sur ce sujet, elles avertissent cependant que pour réduire réellement les inégalités sociales de santé, l'IA, elle doit surtout être conçue de manière éthique et transparente. Et c'est un enjeu actuellement dans le domaine. Donc, on l'a vu, elle peut réduire les inégalités sociales de santé, mais il faut être vigilant parce que ça se fait à certaines conditions. Et si les conditions ne sont pas respectées, l'IA, elle peut non seulement reproduire, mais aussi et surtout exacerber les inégalités sociales de santé. Et ça peut se faire par trois mécanismes différents. Le premier mécanisme, c'est la reproduction et l'amplification de biais historiques. En fait, l'IA, c'est pas magique, elle s'appuie sur des données du monde réel qui contient déjà en fait des préjugés humains et des biais. Un exemple qui a été documenté de discrimination raciale automatisée, ça concerne un algorithme utilisé aux États-Unis pour prédire les besoins futurs en soins. Et donc, cette IA qui a été entraînée sur une quantité importante de données, il a conclu à tort que les patients afro-américains étaient en meilleure santé que les blancs à pathologie égale, car il interprétait un accès historiquement plus faible aux soins, donc lié à des facteurs socio-économiques et contextuels et politiques, comme un signe de moindre besoin médical. Et donc, on voit à quel point l'IA, elle peut reproduire et amplifier des biais historiques. Il y a également un deuxième mécanisme qui est la sous-représentation et l'invisibilisation de certaines populations, notamment avec le biais d'échantillonnage dont Catherine a parlé précédemment, avec notamment, par exemple, des algorithmes de détection du mélanome qui sont souvent entraînés sur des bases de données d'images concernant majoritairement des personnes à peau blanche. Et donc, ça crée un risque de moindre performance pour des patients ayant des ethnicités cutanées différentes. Et le troisième mécanisme, c'est la question de l'accès à la technologie en elle-même qui constitue un facteur de risque d'inégalité. De trois façons. D'une part, parce qu'il y a une adoption mondiale qui est inégale, bien qu'il y a se diffuse rapidement, le taux d'adoption reste inférieur parfois à 10% dans certaines parties de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine, contre plus de 50% dans certains pays développés, notamment aux États-Unis et en Europe. Il y a également la question de la fracture linguistique et culturelle, on l'a déjà un petit peu abordé, mais les performances de l'IA, elles chutent drastiquement pour les langues qui sont moins représentées dans les domaines d'entraînement, ce qui pourrait creuser en fait un écart de qualité de soins entre les populations. Donc c'est un risque important à considérer. Et il y a aussi la question de l'inaccessibilité pour les plus vulnérables. Les outils numériques qui utilisent l'IA se développent de plus en plus et ils peuvent être, à certains égards, inadaptés aux personnes qui ont un faible statut socio-économique ou des niveaux de littératie numérique en santé plus faibles. Et donc, pour la suite de la présentation, on va donner la parole à Karl Mörk. Bonjour, merci beaucoup. Et encore, voilà, vous avez eu une superbe présentation de tous les gros enjeux et de tous les aussi défis, aussi bien méthodologiques que scientifiques à avoir en tête. Je voulais vous prendre un exemple un peu plus précis de la prévention.
Donc, en bon complément de toutes ces questions autour de la promotion de la santé, j'ai travaillé pendant plusieurs années en prévention du suicide sur les enjeux éthiques de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je suis psychologue clinicien de formation. J'étais intéressé de voir quel est un peu dans la balance le bon dosage entre utiliser et saisir les promesses, notamment de l'intelligence artificielle ou des données massives, et regarder aussi quels sont les enjeux qui sont de l'autre côté de la balance et qu'il faut qu'on ait en tête afin de ne pas contrevenir à la santé des personnes avec qui on travaille. Je vais donc vous montrer un petit peu un exemple, hop, voilà, ici. Euh, la prévention du suicide, c'est un domaine évidemment où tous les enjeux sont au maximum des risques et il y a énormément de personnes qu'on pourrait aider. C'est un terrain qui est aussi fertile en espoir et quand on regarde un peu la littérature en matière de prévention du suicide et d'intelligence artificielle, on voit un réel désir et envie de voir comment est-ce qu'on pourrait répondre plus rapidement aux besoins de personnes qui sont en détresse, comment est-ce qu'on pourrait aussi alléger la charge qui va sur notamment les personnes en première ligne. Et on voit ici, par rapport à d'autres domaines, un portrait plutôt encourageant qui est celui de dire qu'on a un niveau de maturité et d'efficacité assez probant pour pouvoir détecter le risque suicidaire en partant de données de nature assez variée, notamment en provenance des systèmes de santé et des données cliniques. Mais j'ai beaucoup aimé aussi les choses qui vous ont été présentées avant. Comme on le sait, en promotion de la santé, en prévention, voilà, ce type de problématique est entièrement multifactoriel, fortement lié à des inégalités sociales de santé. Et à l'heure actuelle, il n'existe pas de modèle complet, exhaustif, holistique qui prendrait tout en compte et agit sur tous les niveaux systémiques. Quand on regarde un petit peu concrètement à quoi ressemble l'utilisation de l'intelligence artificielle en prévention du suicide, on voit que l'IA peut être un outil d'aide pour les intervenants et déjà dès 2017, avant toute la bulle autour des modèles de langage, Crisis TextLine, qui est un acteur très important en Amérique du Nord, développait déjà un algorithme, par exemple, de triage des demandes pour faire remonter les risques les plus élevés dans les lignes d'aide qui proposaient de l'intervention, notamment par texte de réussir un petit peu à aider les intervenants à identifier parmi la masse d'informations qu'est-ce qu'il faut retenir. Un autre enjeu, et vous voyez ici le petit encadré, mais dans les lignes d'écoute de chat, les messages peuvent être parfois très nombreux et l'identification de risque peut être un réel défi. L'IA peut peut-être aider à flaguer, pointer les messages indiquant un risque, et ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir aussi aux Pays-Bas, au Danemark, de vraies tentatives concrètes des lignes d'écoute avec des chercheurs pour essayer de répondre à cet enjeu. Vous avez ici un très léger exemple. Mais quand vous êtes dans une ligne d'écoute et d'intervention en prévention du suicide, les messages sont extrêmement nombreux et il y a une sorte de fatigue d'attention pour l'intervenant ou l'intervenante pour essayer de se rappeler de qu'est-ce qui a été dit. Et donc certains systèmes peuvent mettre un peu comme des drapeaux pour essayer d'expliquer voilà, quels sont les enjeux, les risques et de peut-être se rappeler de quelque chose qui aurait été dit avant. Donc c'est un sorte de compagnon un peu de travail. Ça peut être aussi un outil de formation des intervenants, encore une fois, par exemple, pour entraîner le personnel des lignes de crise à un peu avoir une situation qui pourrait être réaliste. Mais il y a quand même, et évidemment, ça vient toujours avec l'intelligence artificielle en santé, des craintes sur le manque de clarté sur comment utiliser ces outils d'intelligence artificielle de façon très claire. Il y a aussi des enjeux qui sont ressortis dans ce domaine précis de la prévention du suicide sur l'utilisation des données. Et ça, c'est quelque chose qui transparaissait déjà dans la présentation qui vous a été faite. Mais les données sont l'or noir, le fuel de tous ces systèmes d'intelligence artificielle, aussi bien leur entraînement, par exemple pour des grands modèles de langage, que pour garantir la vie privée, la confidentialité, la non-réutilisation des données par des tiers, ça devient de plus en plus compliqué. Donc ce fameux Crisis Text Line dont on a parlé il y a une minute avait été mis justement dans une controverse assez forte sur justement la réutilisation de données et la façon dont ils avaient donné accès à certains jeux de données avec des personnes en détresse à d'autres acteurs. Et ça montrait vraiment que bien que le système d'intelligence artificielle atteigne ces fameux niveaux de maturité, on voit qu'il y a quand même beaucoup de garanties à offrir, notamment aux personnes qui utiliseraient des services qui utilisent de l'intelligence artificielle.
En fait, voilà, dans les mots un peu de Brian Mishara, qui est une figure reconnue en prévention du suicide, il se peut que les ordinateurs soient souvent aussi bons que les êtres humains pour déterminer le niveau de risque suicidaire, mais il faut un humain pour poser la question, pour demander à une personne à risque quelles sont ses intentions. Donc aujourd'hui, on voit un modèle hybride en prévention du suicide qui est très intéressant, où les professionnels, les chercheurs et chercheuses sont en train de regarder comment faire combiner ces deux choses-là. Mais il y a aussi un autre versant de quand on pense à suicide et intelligence artificielle qui est ressorti. Et je pense que peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous avez entendu parler de ces cas de suicide qui seraient associés à l'utilisation notamment de chatbots, utilisant par exemple des modèles dérivés de ChatGPT. Et ici, on voyait par exemple, c'était il y a 2 ans, voire même 3 maintenant, des gros questionnements sur comment est-ce qu'on peut protéger les personnes qui sont à risque quand elles sont justement en train d'interagir avec des systèmes d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces systèmes n'intègrent pas du tout encore les meilleures pratiques en matière de prévention de santé mentale et qui sont toujours pas fiables. Et la fiabilité, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous, évidemment, dans le réseau de la santé et en recherche. Et en dépit des promesses, il y a beaucoup de pratiques qui ne sont pas du tout encadrées. Si vous êtes curieux, vous demandez alors qui est responsable et qui doit faire quelque chose. Quand vous allez sur la page d'OpenAI, on voit ici que c'est des enjeux même quasiment de relations publiques qui sont mis en avant et certains, notamment OpenAI, essaient de montrer les efforts qu'ils sont en train de faire. Il y a tout un ensemble de déclarations éthiques en plus qui existent en matière d'utilisation de l'IA en santé. Et on voit que pour autant, malgré ces bonnes intentions mises sur le site des développeurs, comme aussi sur les déclarations qui viennent d'acteurs publics, privés, de fondations, on a encore un décalage et les risques éthiques demeurent encore très conséquents. Il y a déjà plusieurs enjeux qui vous ont été mentionnés, mais par exemple, en matière d'intervention, il y a des risques qui méritent d'être soulignés, comme par exemple les agents d'intelligence artificielle qui promettent d'être toujours présents. Et c'est quelque chose qu'on retrouve encore et encore, c'est-à-dire je serai toujours là pour toi. Et donc, les grands principes de bonnes interventions qui sont promus par les associations internationales en matière d'aide aux personnes en détresse psychologiques ne sont vraiment pas du tout intégrés ou pas très bien. On a ensuite des pratiques thérapeutiques mal ajustées parce qu'on voit aussi cette question de est-ce que l'IA peut être un outil thérapeutique, voire même un agent thérapeutique, mais une étude de Stanford avait montré qu'on n'y était pas encore, et voire même que les conseils psy sont parfois complètement erronés si les données qui ont nourri le système ne sont pas du tout très contrôlées. Ensuite, l'anthropomorphisation, c'est aussi quelque chose qui peut être un risque pour des personnes qui sont vulnérables, avec peut-être des capacités de distinction de qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux, peut-être moins importantes que d'autres personnes dans la population. Il y a enfin le caractère qu'on appelle sycophantique, c'est-à-dire vouloir vous dire exactement ce que vous avez envie d'entendre, qui vient biaiser évidemment une relation qui serait de type psychologique, conseil ou thérapeutique. Voilà, pour finir, je voulais vous dire, il y a quand même tout un ensemble de régulations qui sortent, et vous en avez peut-être entendu parler, mais en plus de toutes les régulations en matière de protection des données, il y a aussi maintenant des lois sur l'intelligence artificielle, qui sont des objets vivants qui continuent d'évoluer, notamment en ce moment. Mais la loi sur l'intelligence artificielle de l'Union européenne a des principes assez clairs qui s'appliquent à la santé, notamment, par exemple, ici, les systèmes d'IA qui interagissent avec des personnes physiques, génèrent des contenus ou détectent des émotions. Ce sont des systèmes à haut risque, voire inacceptables. Et l'utilisateur doit aussi être informé qu'il interagit avec une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se retrouver dans un flou artistique où la personne ne sait pas si elle parle à un chatbot ou à un humain. Cette loi ne couvre pas que la santé, mais la santé est particulièrement au cœur quand même des préoccupations. Et cette pyramide de risques vient ici répondre à tout un ensemble d'enjeux. Ça s'appuie beaucoup sur le diaporama. Et voilà, ma dernière slide, c'est celle pour dire, il y a des étapes qui peuvent être prises pour essayer que des professionnels de santé ou des chercheurs, quand ils essaient d'utiliser l'intelligence artificielle en se disant en promotion de la santé, en prévention du suicide, on pense qu'on peut faire un bon système, mais on ne sait pas quels sont les enjeux. C'était un outil, par exemple, que j'avais développé maintenant il y a quelques années, mais il y a d'autres versions aujourd'hui par d'autres personnes qui s'appliquent à la santé, qui viennent aider les professionnels de santé
à passer en revue tout un ensemble de questions pour se dire, voilà, avant de se lancer vraiment à tête baissée dans un projet d'utilisation de l'intelligence artificielle, aussi prometteur qu'il soit, passons en revue quels sont les enjeux éthiques, déontologiques qu'on doit anticiper avant de le mettre en pratique. Je vous remercie pour votre attention et aussi merci aux organisatrices et organisateurs pour l'invitation. Merci beaucoup. Donc, je vais peut-être me permettre de conclure avant d'ouvrir la parole. Donc, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou à lever la petite main si vous voulez prendre la parole pour réagir par rapport à la présentation. Mais donc, en conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que l'IA, elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi et ses effets, en fait, ils dépendent de l'usage, du contexte et de la manière dont elle est encadrée. Et donc, au niveau, dans le domaine de la santé, la littérature, qu'est-ce qu'elle recommande? C'est principalement donc, de prévoir un contrôle humain à toutes les étapes, de continuer et de développer les compétences numériques liées à l'intelligence artificielle des professionnels et d'informer les utilisateurs par rapport à l'utilisation de l'IA dans le contexte de la santé, pas seulement du soin et la nécessité surtout de développer de la transparence sur le fonctionnement des systèmes d'IA avec un cadre juridique, des critères éthiques par rapport à l'IA pour encadrer son utilisation. Mais donc, malgré tout, la contribution de l'IA à la réduction des inégalités sociales de santé, elle implique au niveau mondial quand même actuellement une augmentation des inégalités sociales de santé. Il ne faut pas se leurrer actuellement, c'est le cas. Et l'objectif de la présentation, c'était surtout de vous sensibiliser sur ce sujet-là. On voit plein de webinaires consacrés à l'IA dans le domaine du soin et au niveau médical. Et donc là, c'était intéressant de s'intéresser sur les enjeux propres à la promotion de la santé et aussi peut-être vous sensibiliser sur l'utilisation que vous faites de manière plus personnelle de l'IA avec les enjeux qu'il y a derrière. Et donc, voilà, j'ai pas encore vu le chat.